Maintenant, n'oubliez pas, je vais annoncer un jingle. C'est à blind test également. Il s'agit d'un animé, d'un film. Et je vais accueillir pendant ce jingle nos invités et des surprises. Jingle! Alors, vous l'avez vu, je suis sûr qu'on a des gagnants, on verra ça après la table ronde pour deviner la musique de ce jingle. Je suis très très heureux, c'est tout frais, de saluer nos invités Cornelia et Étienne, mais on va détailler plus en détail. Ça y est, vous voyez, moi aussi j'ai besoin de café. C'est une tradition, l'année dernière, et j'ai oublié de le préciser dans mon introduction, les étudiants de 4e année ont hacké notre opération, et vous verrez tout au long de ce programme, notamment 2 étudiantes qui vont intervenir et que je vais présenter après avoir posé la question sondage. Parce qu'en fait, là, en régie, on est en train de me mettre une claque en disant « t'as oublié la question sondage », évidemment. Donc, pour nourrir cette émission et cette table ronde, la question est assez simple. D'après vous, quel est le niveau de maturité face à l'IA de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou avez travaillé? Puisque certains full-time ne sont pas encore en stage, vous avez déjà fait des stages, donc évalué de 1, très faible, et de 5, très fort, très grande maturité. Et on regardera à la fin de notre table ronde, avec nos 2 invités, les résultats de ce sondage. Et donc l'année dernière, tous nos invités se sont fait tirer le portrait. Tirer le portrait avec des portraitistes. Ce mot-là, je vous le promets, je vais le répéter dans la journée, mais ça va être compliqué. Des portraitistes qui ont allié l'IA et la bienveillance et qui sont des étudiantes qui ont un autre code, Chéché et Gogo. Et avant de vous les présenter, surprise, elles étaient là l'an dernier. On va regarder ce qu'elles ont fait l'an dernier. Chérine, la co-présentatrice, Margot surnommée Gogo, c'est vraiment son petit nom. L'incompréhensible, on vous imagine bien dire du coup à un chef d'État « Bon, allez, il est temps de passer au cloud, là vraiment, faut se manier ». Auteur de plusieurs ouvrages, vous inspirez les étudiants de Sciences Po à voir le code comme un langage de pouvoir et de créativité. Au-delà de la tech, vous défendez des causes humaines, notamment le développement de l'Afrique, des situations des réfugiés, prouvant que le digital peut même être un levier de solidarité autant qu'un moteur d'innovation. L'algorithme. Alors avec l'intelligence artificielle, chaque élève aura son propre prof 3.0. Un assistant qui va connaître ses forces, ses faiblesses, ses blocages. Merci beaucoup et maintenant, ça y est, elles vont présenter nos invités Cornelia et Étienne. À vous, mesdames. Alors bonjour à toutes et à tous. Quand on a travaillé avec 3 premiers ministres, on a forcément une vision très concrète du pouvoir et de ce qui se passe en interne. Et cette vision, c'est Cornelia Schitteisen qui la porte. Ce qui fait bouger les mammouths au sens figuré, bien évidemment, et qui se définit comme mammouth agilizer. Cadre dirigeante du secteur public, elle bouscule les codes du management avec une arme inattendue, le stand-up. Et oui, elle nous fait rire, même avec des sujets de gouvernance. Vous avez fondé Starting Bee, une structure dédiée à l'innovation collective, et vous êtes aussi cofondatrice et vice-présidente de Elle Impact, qui promeut et soutient les carrières de l'entrepreneuriat féminin dans les secteurs des sciences et de la tech. Cornelia, c'est l'art de dire les choses sérieusement, sans jamais se prendre au sérieux. Polyglotte, elle maîtrise l'allemand, l'arabe, l'anglais et le français, alors à vous de choisir votre langue. C'est juste la queen qu'elle pense être. Vous avez donc travaillé au plus près du pouvoir et eu 3 hommes différents dans votre vie, François Bayrou, Édouard Philippe et Sébastien Lecornu. Vous apportez un regard lucide sur le fonctionnement réel des institutions,
Cornelia, quand on a une boulangerie politique comme la vôtre, a-t-on un pain, une personne préférée? Alors, autre terrain de jeu, autre énergie. Étienne Lecœur, lui, il transforme les algorithmes. Cofondateur des enthousiastes, il accompagne les entreprises du CAC 40 aux grandes directions à apprivoiser l'IA, des ressources humaines à la finance. Animateur et conférencier diplômé de Sciences Po et coach certifié à l'INSEAD, l'une des écoles les plus prestigieuses au monde. C'est très clairement une tête. Il rend l'intelligence artificielle compréhensible, concrète et accessible. Vous avez également animé les apéros enthousiastes parce que la transformation digitale se vit mieux quand elle se partage. Grand fan de rugby, ça nous fait un point commun, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Esprit d'équipe et goût du défi. Étienne Lecœur, c'est la puissance de l'IA avec l'esprit du mêlé de 15 de France. Merci, mesdames. Merci. Et on les retrouvera à chaque fois avec des surprises. Vous l'avez vu, il y a en fait dans leur ligne éditoriale un vocabulaire Gen Z et on a mis des définitions pour les boomers parce qu'en fait pendant les répétitions on comprenait pas tout. Ok, on est très heureux comme l'an dernier. Elle est sortie il y a à peine 8 jours, puisque j'étais au lancement au théâtre de l'IA, la fameuse étude des enthousiastes menée en effet par notre ami Étienne. Étienne, je vais te donner la main pour présenter en quelques minutes les principaux résultats. Ne vous inquiétez pas, chers étudiantes et étudiants, vous aurez accès à l'ensemble de l'étude. À toi de jouer, Étienne. Merci Vincent, ravi de vous retrouver. Hello Cornelia, bonjour à toutes et à tous. Le challenge, il n'est pas évident. Résumé en 5 à 7 minutes, 10 mois de travail réalisé par une centaine d'experts métiers. C'est l'étude Trends of AI. Donc si je clique, on va voir à l'écran encore, Yes. Ici, on y est, c'est le reveal. Cette étude, elle explore 8 fonctions. L'an passé, pour celles et ceux qui étaient là, les 4 premières fonctions, celles du haut, ont été explorées. On enrichit la démarche avec la relation client, la supply chain, les achats, risque et conformité. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on va parler de risque, conformité et d'achat? Ça me concerne pas vraiment, je suis à l'EFAP, moi c'est marketing, communication. Mais en fait, on observe que l'IA, c'est vraiment un sujet transversal et que donc c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe dans les autres fonctions de l'entreprise. Ceci étant dit, cette étude, elle a été menée auprès de 350 répondants qui ont chacun donné entre 20 et 30 minutes de leur temps. En équivalent temps plein, c'est 17 jours de consultants non-stop, 24-24, donc c'est vraiment un travail de fond. Les répondants représentent grosso modo les grandes entreprises et les ETI. Tous les secteurs d'activité sont représentés, que ce soit dans l'industrie publique ou privée. C'est important, on s'est dit avec Vincent, de vous passer ces messages en intro du Visionnaire Idée, parce que l'idée, c'est de vous donner une vision assez holistique de l'état de l'art de l'IA en entreprise. Ça pourra vous donner des clés de lecture tout au long de la journée. Le reveal de l'étude. Ici, on voit que l'adoption de l'IA s'accélère avec des niveaux de maturité qui sont variables selon les métiers observés. Le marketing, good news, est en tête, avec vraiment un niveau de maturité estimé à 63%. Vous voyez la courbe d'évolution par rapport à l'an passé sur l'histogramme. Et ainsi de suite, on va voir que la relation client et l'IT sont quand même assez avancées et que la supply chain, la finance et les RH, on comprendra pourquoi, sont plutôt en retrait. Tout ça signifie qu'il y a grosso modo 3 grands blocs. Un levier de transformation des modèles opérationnels pour le trio de tête. Un système d'assistant véritablement au quotidien pour le cœur des métiers. Et enfin, un outil de prévision et d'optimisation ou de robotisation avancée pour les sujets de supply chain. Si on focus sur le marketing, vraiment, le rôle précurseur, il est confirmé, il n'y a pas de doute, et on voit un certain nombre de use cases, vraiment avec des taux d'adoption importants, sur la génération et déclinaison de contenu, l'optimisation du SEO, du GIO, la production de campagnes, les études de comportement et de besoins consommateurs, la communication personnalisée. Tout ceci représente environ 20% de gains de productivité, je vais y arriver en moyenne, sur le contenu. La relation client, petit zoom aussi, parce que c'est quand même des métiers qui sont assez connexes avec ceux du marketing. Là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de données dans la relation client, puisqu'il y a énormément d'interactions avec les clients. Donc là, on va utiliser l'IA, grosso modo, pour 2 choses. Traitement de contenu et d'interaction client d'une part, et prévision et planification des ventes d'autre part. C'est les 2 grands use cases relation client. Je rentre pas dans le détail, comme le disait Vincent, vous aurez tout en accès à l'issue de cette présentation.
le cœur du système. Je le disais en intro, c'est le noyau dur. Là, on va utiliser l'IA comme un assistant. C'est pour les achats, le risque et la conformité, la finance, les RH, avec des use cases très bien identifiés, avec une appréhension progressive de ces sujets, mais, on l'a dit, avec un niveau de maturité et d'expérimentation un peu en retrait. On comprendra pourquoi dans un instant. La grande nouveauté 2026 Trends of AI, c'est la mesure du ROI, du fameux retour sur investissement. L'an passé, 30% des sondés arrivaient à peu près à l'estimer. Cette année, c'est 60%. Donc là, on a vraiment un gap qui se crée et c'est vraiment la grande nouveauté de cette étude. 20% d'automatisation des tâches avec l'IA en 3 ans? Non, erreur Étienne, dans 3 ans. J'ai fait une coquille, c'est donc dans 3 ans. On peut envisager, selon les tendances observées, que les tâches des métiers observés seront automatisées à hauteur de 20%. C'est énorme. Ça veut dire qu'en gros, il y a une journée de la semaine, on peut se dire qu'on passe au 4/5e quoi avec l'IA. Mais c'est pas ce qui va se passer évidemment parce qu'on va réallouer les ressources. Oui, mais en bien sûr. Voilà. En Bien tout cas, sûr. ça vous donne déjà un élément vraiment très concret de mesure de l'impact de l'IA au quotidien par les métiers. On est sur 20% si on liste ces résultats-là. Alors, tout ceci, ça se fait avec des challenges évidemment et on va les lister. Grosso modo, marketing, et ça vraiment le message il est fort pour vous toutes et tous. Attention à la standardisation excessive des contenus. Ne standardisez pas vos contenus. Pourquoi? Sinon, vous allez perdre votre singularité. Vous allez perdre en authenticité. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder le cap sur la force de votre marque et de ne pas diluer le propos dans des systèmes d'IA qui seraient trop généralistes. Pour la finance, il y a évidemment des enjeux. Je me permets. Bien sûr. Hésite pas, cher étudiant, n'hésitez pas à réagir dans le chat et zoom sur le marketing. Comme ça, il nous reste 1 minute ou 2. Une minute ou 2. Ok, alors cross-fonction quand même, la question de la souveraineté des solutions, c'est un vrai sujet. Je vais aller plus vite. Les freins à la mise en œuvre, ils sont 3. Tech, data, compétences, grosso modo. Comment on intègre l'IA dans les systèmes existants. La data, mais où est-ce qu'elle est et comment on la clean. Et les compétences, comment on se forme. Voilà, et ça, Cornelia nous en dira un mot évidemment dans un instant. Et tout ceci, c'est le prérequis pour basculer dans l'IA agentique. Résistance au changement. On voit qu'il y a des résistances dans certains métiers. Pas beaucoup dans le marketing, mais dans les autres, et on comprend pourquoi. Le chargé de paye, le conseiller clientèle, ils peuvent se poser des questions naturelles, et ça, on le pointe métier par métier dans l'étude. La question de la gouvernance, on en est où dans la gouvernance? C'est un sujet que tu as pointé, Vincent, en intro. Comment bien avancer? C'est avec un Chief AI Officer, c'est avec la création d'un centre d'excellence, la formation de champions ou la création d'une communauté IA, comme les enthousiastes, par exemple. La conclusion, en 2 mots, la France, elle est plutôt bien placée sur le podium. On est en 5e position dans l'utilisation et les usages de l'IA en entreprise. Donc, on peut être fier de ça. Pourquoi? Parce qu'on a un écosystème qui, lui aussi, est dans le top 5. On connaît les grands noms. Je vais pas les citer ici. On les retrouve dans l'étude. 5 enseignements, et je conclue là-dessus avant de passer la balle avec une passe croisée décisive pour Cornelia. 5 enseignements, l'IA booste la productivité. Regardez le ROI. Les données sont le carburant de l'IA. C'est une voiture de course, mais s'il y a pas d'essence, ça avance pas. On passe de l'expérimentation à l'industrialisation avec des bases et un socle solide. L'humain reste central dans le processus décisionnel. Et attention, éthique et conformité, c'est pas une option. Ici, c'est pour vous. C'est pour vous. Alors, la slide est pas bien mise en page. C'est pas grave, c'est moi. Mais en revanche, le contenu est intéressant. Je vais vous le dire en 2 mots. La question, c'est comment former les juniors, vous. Donc ça a été posé à des décideurs d'entreprise. Comment les former à devenir des experts de demain si une partie de leurs activités, pourtant formatrices, est réalisée avec l'IA? Comment est-ce qu'on fait? On va vous former au raisonnement critique, savoir interroger un résultat, poser des hypothèses, faire travailler le junior avec l'IA, mais pas l'IA à la place des juniors. Expliquer aux juniors pourquoi, avant de passer dans le comment, créer des parcours hybrides, imposer une partie minimum de tâches à réaliser manuellement. Oui. Et enfin, laisser les juniors se former par les seuls résultats à l'IA, c'est-à-dire vous laisser faire éventuellement des erreurs en déléguant trop à l'IA pour comprendre que c'est pas forcément la solution. En fait, merci, c'est un éclairage. Et je rappelle, vous avez peut-être le dernier slide, je suis à le QR code, absolument. Vous avez, merci Étienne, accès à l'ensemble de l'étude, à toutes ces données. Et merci pour la passe décisive à Cornelia, puisqu'on a des juniors en entreprise et un alternant et un cadre pas cher. C'est pas un stagiaire, il a toute la pression de l'entreprise. Du coup, Cornelia, comment on attire, on fait grandir, on fidélise ses talents, et est-ce que la maîtrise de l'IA, au bon sens du terme, devient un soft skills dans les RH? À toi l'honneur. Merci beaucoup. Déjà, je suis vraiment enthousiaste d'être là aussi avec vous deux et avec
tout ce beau monde et avec beaucoup de filles. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Et il faut le dire encore une fois, dans la tech, y compris dans les métiers plus de la communication, mais dès que c'est vraiment la tech, ce qui nous fait défaut aujourd'hui, que ce soit dans le public ou dans les entreprises privées, on manque cruellement de femmes. Donc je suis très très heureuse que vous ayez choisi cette voie qui vous amène vers la digital par la voie de la communication. Et en plus, je suis sûre que la communication, les métiers digital et communication, ce sont vraiment les métiers d'avenir, encore plus que les métiers de la tech, parce que au fond, ça s'adresse au cœur du moteur des entreprises et d'ailleurs même du public. La communication est clé parce que si on ne sait pas communiquer autour de ce qu'on fabrique et si on ne sait pas créer la relation avec les clients, eh bien, on n'existe pas, on est mort. Donc, je pense que c'est vraiment un super choix d'avenir que vous avez fait. Je suis très heureuse donc d'intervenir là-dessus. Donc, la première question, c'est comment aujourd'hui on attire les talents et notamment dans la tech, parce que c'est ça mon sujet en tant que je suis une sorte DRH groupe du numérique de l'État. Eh ben, c'est super compliqué et l'IA nous aide là-dedans, mais pas de façon automatisée pour l'instant. On l'avait vu dans l'étude, les fonctions RH sont pas les fonctions les plus en avance sur l'adoption de l'IA. Donc ça, pour plusieurs raisons. Pour moi, la raison principale, c'est parce que c'est une fonction extrêmement régulée. Donc, je le disais à Étienne en préparant un peu notre intervention, le code du travail en France, il fait 4000 pages. Celui de la Suisse, il fait moins de 400 pages. Et d'ailleurs, c'est le code le plus épais dont on dispose en France. Le deuxième code qui arrive presque à la hauteur du code du travail, c'est le code général des impôts. Donc, les RH souvent sont obligés d'être aussi des juristes. Alors, dans le public, nous, on n'a pas le code. On n'a pas le code du travail, on a le statut de la fonction publique, mais on a une deuxième difficulté, c'est qu'on a, et surtout dans le numérique, on a beaucoup de contractuels qui sont pas fonctionnaires. Donc là encore, on a donc une gestion RH qui est différenciée, et en plus, pour ces contractuels aussi, on va devoir aussi gérer avec le code de la sécurité sociale. Donc pour les maladies, et je peux vous dire, les arrêts maladie, c'est quelque chose, même si ça arrive, on essaie de le baisser aussi dans le public. Il y a plein de choses à dire d'ailleurs sur la question du bien-être au travail ou de la souffrance au travail aussi. Mais en tout cas, ça pose des questions d'imbrication de code et de régulation qui parfois nous freinent énormément, même dans le courage d'aller vers l'IA. Et en plus, on est dans l'État, donc on a un enjeu de souveraineté. Donc on peut pas faire n'importe quoi avec les IA existantes. C'est pour ça qu'on expérimente pour créer une IA souveraine, une IA de l'État. Pour l'instant, elle n'est pas opérationnelle et surtout pas pour les RH. Donc, comment on gère ça? Donc, on a finalement des directives maintenant internes qui nous interdisent pas, mais qui nous permettent pas vraiment non plus, donc on doit surfer un peu dans un no man's land réglementaire. Et moi, j'ai constaté que dans mon entourage, d'ailleurs privé ou public, aujourd'hui, on sait que dans le monde du travail, 80% des gens utilisent l'IA tous les jours au travail. Alors ça, c'est l'utilisation. Ça, c'est l'utilisation. Mais est-ce que c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des contraintes avec l'État. Ok, mais ton expertise RH qui mélange l'ensemble et qui parle du marché du travail des futurs jeunes diplômés, la maîtrise de l'IA, et pas, je pose la question comme à Google, est-ce que c'est une différenciation quand j'arrive en entretien, quand je vais intégrer un projet professionnel? Alors, c'est très, très difficile de le savoir, l'entretien. Je dirais même c'est très, très difficile à le savoir en la lecture du CV. D'autant plus, encore une fois, moi, je peux pas analyser les CV avec l'IA parce que j'ai pas une IA souveraine pour ça. Je peux faire plein d'autres tâches avec l'IA et je le fais tous les jours. Par contre, je dis très clairement, j'essaye quand même de lire entre les lignes dans les CV, ce que je recherche dans la maîtrise de l'IA. Et en fait, moi, je cherche pas seulement une maîtrise de l'IA, moi, je cherche une virtuosité de l'IA aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui feront la différence dans les entreprises, ceux qui vont vraiment nous apporter de la valeur et qui vont vraiment bien gérer leur carrière, ce sont les virtuoses de l'IA. Donc aujourd'hui, je ne peux qu'encourager tout le monde à devenir un virtuose de l'IA, mais
Pour le dire très très clairement, on a créé aussi un campus du numérique public. Bien sûr, les formations, c'est très important. Et il faut, je dirais presque, avec un mot de jeune, j'ai 3 filles qui ont l'âge, dont 2 ont l'âge d'étudiantes aussi, bouffer des cours sur l'IA quand vous le pouvez. Mais surtout, n'oubliez pas l'expérimentation et soyez vraiment audacieux dans l'expérimentation. Moi, je suis venue à l'IA en faisant un pari complètement fou auquel je croyais pas moi-même. On me demandait de faire, je sais faire des conférences et je sais accompagner des startups, c'est un peu mon deuxième métier, mais plutôt bénévole. Et on m'a demandé de faire une conférence sur l'IA alors que j'y connaissais rien pour des opticiens indépendants suisses romans pour remplacer un conférencier allemand qui était un vrai geek de l'IA. Et j'y connaissais rien, ni aux opticiens indépendants suisses, encore moins à Lausanne, et je connaissais rien à l'IA. Mais je sais faire des conférences et je sais faire passer des messages. Et avec l'IA, je me suis mis donc de 0 à 100 pour apprendre par l'IA quels sont les enjeux business d'un opticien suisse à Lausanne, comment on peut faire peut-être avec l'IA, avec ChatGPT. Donc j'ai pris l'abonnement à 22 € à l'époque, je sais plus, je le paye toujours, mais je sais plus combien je paye. Et je me suis mise à faire des études de marché, des études de communication, savoir comment on peut gérer les réseaux sociaux de proximité aussi, en se facilitant de la vie avec l'IA. Et j'ai donné une conférence sur l'IA. On était nul en IA à l'époque et on était nul sur des opticiens indépendants en Suisse. Et c'était un vrai succès. Elle était très bien payée en plus parce que c'était des Suisses. J'aime bien l'expression j'ai un autre métier bénévole. On va vous faire réagir à 2 choses ensemble pour arriver à notre conclusion. D'abord, la question sondage qu'on a posée, le niveau de maturité. Quand même, les étudiants, c'est quoi leur réalité dans l'entreprise au-delà des études? Est-ce qu'on peut faire apparaître donc la question sondage? On a eu 232 répondants. J'ai quelques absents encore. Incroyable. 50-50. Donc quand même, non, c'est pas du tout ce WooClap. Voilà, c'est le WooClap de la prochaine table ronde. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. On peut pas du coup. Non plus. On y est. OK. Très faible maturité. 1. OK. 2, 3. Vous voyez, c'est vraiment un middle et une majorité qui sont pas matures, en fait. Voilà. C'est ça, toutes celles et ceux qui pensent que leurs entreprises ne sont pas matures, je vous invite à partager le QR code de l'étude parce que ça donne quelques clés de lecture très opérationnelles sur vraiment les 8 métiers observés. Bon, l'idée c'est de contribuer à faire évoluer vos organisations, celles que vous allez intégrer. Donc c'est bien, il y a encore du travail, mais le chemin s'annonce enthousiasmant. Je voudrais dire un dernier mot, effectivement, sur ce que j'ai lu, c'est est-ce que l'IA va te créer encore plus de problèmes? On avait une majorité quand même pour cette réponse-là. Je voudrais dire, si on veut faire en sorte que l'IA, ça devienne quelque chose qui améliore le monde et qui devienne vraiment enthousiasmant pour tout le monde, c'est en votre main. C'est les jeunes qui vont faire ça. Eh bien, justement, on va appeler un jeune qui a posé une question de la promo. Lucas? Hey! Bonjour Lucas, est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends? Je vous entends très bien et je vous vois très bien. Très bien. Alors, tu as une question à poser à nos 2 invités. Ah pardon, excuse-moi, avant Lucas. Tu es dans quelle promotion? Quelle entreprise? Et comment on peut t'aider? Je suis en 4e année part-time, en 4A3 chez la promo locaux. Je suis chez Cofidis Group. Et justement, mon métier travaille sur la transition en interne de l'IA de la boîte en Europe. Et j'avais une question justement sur ce sujet, c'est comment améliorer l'acceptation de l'IA dans les entreprises, sachant que beaucoup, en tout cas c'est encore mon cas dans mon entreprise malheureusement, où sont encore très sceptiques à son utilisation pour différentes raisons, que ce soit au niveau sécurité. Comme dans notre cas, on est en entreprise financière, pardon. Donc, du coup, il y a des questions de sécurité, ce qu'on peut mettre ou pas dans l'IA ou autre. Et également sur son utilisation de remplacement, de diabolisation un petit peu qu'on peut avoir de l'IA. Donc, comment on peut réussir justement en tout cas, m'aider à améliorer l'acceptation de l'IA, tout simplement. C'est peut-être toi, Lucas, qui a un rôle à jouer en fait là-dedans. Pourquoi la slide est passée assez vite, mais il y a
quelques bonnes pratiques à mettre en place en interne pour, je dirais, démocratiser et démystifier l'IA, notamment l'identification d'un AI champion. Voilà. Typiquement, c'est une personne qui aura une vision assez holistique des différents enjeux. Et non, pour répondre à ta question, non, il faut pas injecter les datas financières dans les systèmes d'IA publics, surtout pas, parce que ça, c'est le crash assuré. Donc, l'IA champion, il est justement là pour à la fois mettre des garde-fous, peut-être aussi encourager certains services comme les ressources humaines à développer des formations très concrètes, très pratiques. Dans ces formations, c'est pas le pays des bisounours. On va pointer les éléments qui sont bénéficiaire pour l'entreprise, monter en compétences, gagner un petit peu de temps chaque jour, réallouer son temps pour aller chercher un peu plus de croissance. Et ça, c'est valable dans tous les départements. Mais peut-être aussi, vont pointer les éléments où là, non, attention, on va pas y aller là-dessus parce que c'est trop touchy. Cybersécurité, on va pas déléguer notre cybersécurité à des systèmes d'IA indépendants. La data financière, non, on va pas l'injecter dans des systèmes d'IA, on va la garder bien au chaud en interne. C'est la valeur de l'entreprise. Donc, le curseur, il faut le positionner au bon niveau, selon les métiers. Il faut un digital champion, c'est peut-être toi, Lucas. Il faut de la formation, il faut peut-être un centre d'expérimentation transverse où on va créer des POC ensemble, où on va se réunir toutes les semaines pour dire, attends, j'ai testé ça a marché, ça a pas marché, t'es content, t'es pas content, voilà. C'est un dialogue, en fait, l'IA en entreprise, c'est vraiment ça ce qu'il faut retenir. Merci. Ton avis, Cornélien, en 1 minute. Merci. J'en parlais hier avec un responsable du management de l'Agence fédérale du travail allemande. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont interdit l'utilisation de l'IA, mais tout le monde l'utilise parce que tout le monde l'a sur son smartphone perso. Et donc effectivement, on s'est mis d'accord sur le fait que la seule façon d'encourager et en même temps éviter aussi les abus, c'est de dire aux gens utilisez-le évidemment pas pour des données financières, pas pour des données personnelles dans les RH surtout, pas pour des données sensibles, mais par contre utilisez-le pour écrire des fiches de poste, pour faire de la communication, pour vous aider dans votre quotidien. Et effectivement, ce que disait Étienne, parlons-en toutes les semaines sur les pratiques. Soyons le plus ouverts possible sur les pratiques pour trouver le bon chemin ensemble. Donc, expérimentons. Si on interdit tout, on va avoir des pratiques qui seront totalement souterraines et c'est là que vont se passer les scandales on va pas aller dans le bon chemin. Être transparent. Alors, pour conclure, s'il vous plaît, si vous aviez un conseil, un livre à lire absolument à un jeune marketeur, marketeuse 20-25 ans qui arrive dans ce nouveau monde, quel serait-il? En vraiment 30 secondes. Et ben moi, je vais vous dire la Bible de l'entrepreneur. C'est un bouquin qui a été écrit par Catherine Barba, qui est sorti il y a 6 mois. Catherine qui était sur ce plateau à la place de Cornelia il y a tout juste 1 an à mes côtés. La Bible de l'entrepreneur, c'est un guide pratique ultra positif pour appréhender le monde du travail de manière concrète, pragmatique, performance, que vous soyez indépendant ou en entreprise. Rien à voir avec l'IA, mais ça pose les bonnes questions. C'est Start with Why de Simon Sinek. D'ailleurs que vous pouvez aussi avoir en conférence YouTube. Ça permet vraiment de se poser les bonnes questions. Et sinon, un conseil pour vous, expérimentez, osez, vraiment, et demandez-vous à chaque fois, est-ce que même dans mes tâches quotidiennes, ça va être utile, et aussi, quand est-ce que ça va pas être utile? Ne cherchez pas un restaurant sur ChatGPT. Merci beaucoup. C'est une belle introduction et ouverture à notre journée. On a d'ailleurs posé la question d'un blind test et on a un gagnant, Florence, autant pour moi. Florence, 90% de jeunes femmes. Comment je peux dire Florent, moi? Pardon, Florence. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour, tu es de quelle promotion? Moi, je suis de la promotion nomade. Parfait. Et tu es en entreprise, dans quelle entreprise? Chez Total Energy. Chez Total Energy. OK. Oui. Et donc, tu avais reconnu. Quel blind test? Pardon, je récupère ma... C'était l'opening de One Piece. Eh oui, c'était en effet, on peut la voir à l'écran, ce manga très connu. Et pourquoi? Parce que One Piece, quoi qu'il arrive, il est enthousiaste. Ouais. Mais bien sûr. La pire des choses. Et là aussi, tu avais deviné en 10 secondes. Et donc, tu vas gagner, encore une fois, tu décideras de quel ouvrage tu vas choisir pour reprendre un contact avec ce temps long, encore une fois, nécessaire face à l'IA. Encore bravo Florence. Et ta thèse, excuse-moi, comment on peut t'aider? Que fais-tu?
Alors moi, je vais axer ma thèse au niveau de l'utilisation de la big data pour améliorer l'expérience client des voyageurs en aviation principalement. Donc si quelqu'un a des contacts dans des compagnies aériennes, je suis preneuse. Parfait. Tu mets tout de suite dans le chat ton lien vers ton profil LinkedIn pour qu'on puisse te redonner un coup de main. OK? Bien, merci. Un grand merci. Eh bien, merci à vous. On va faire apparaître notre mosaïque et si les étudiants peuvent applaudir nos hôtes pour les remercier. Je dis bonjour aussi à Carla, Clara, Lux, Andy. Alors, Andy, je le vois. Cornelia, Étienne, un grand merci. Je vais lancer le jingle qui va vous permettre de nous quitter et d'accueillir la prochaine table ronde.